Bonjour, tout d'abord merci à la communauté de communes de l'île de Oléron d'avoir organisé cette journée qui, comme vous avez pu le constater, s'inscrit pleinement dans la connaissance de l'aléa submersion. Et comme l'a pu l'évoquer M. Parent en introduction de cette journée, il est important de cultiver, d'entretenir la mémoire du risque et la connaissance des aléas associés, dans le sens où le territoire, par rapport à cela, peut agir et réagir correctement face à ces aléas qui peuvent être catastrophiques. Je remercie également la CDC pour nous avoir laissé la possibilité donc, de présenter un outil d'aide à la décision que nous avons développé, qui sera mis à la disposition des acteurs de la gestion de crise. Outil qui a été développé en concertation et en partenariat avec certains partenaires qui seront listés par la suite, et en étroite collaboration avec le laboratoire Liens, comme a pu le souligner Xavier Bertin dans la présentation qui vient de se terminer. Je me permets, avant de laisser la parole à Jean-François Breil, qui est le responsable technique de ce projet Survey, de resituer l'UNIMA et ses interventions sur le territoire, afin que vous compreniez, je dirais, le pourquoi du comment sur le fait que l'UNIMA porte ce projet et le met à disposition du territoire. En quelques chiffres, l'UNIMA, c'est une vieille maison qui a bientôt 70 ans, créée dans les débuts des années 50, avec une logique d'entretien des marais qui avait été délaissée après-guerre, sous une forme d'association, puis d'union de marais, et qui s'est vue transformée au fil des années, notamment dès 1960, en syndicat mixte ouvert sous l'égide du département. Aujourd'hui, l'UNIMA, c'est 250 adhérents. Alors historiquement, il y a les associations syndicales de marais qui œuvrent à leur niveau pleinement sur le territoire, sur nos territoires bas, nos territoires de marais, et puis les collectivités, les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les syndicats aussi, qui sont depuis le 1er janvier 2020 pleinement compétents sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Aujourd'hui, l'UNIMA, c'est 75 agents, qui fluctuent avec plus 10 ou plus 20 personnes selon la saison, répartis dans 4 grands services qui sont le bureau d'études, le service informatique, notre régie de travaux et l'assistance aux adhérents. En 70 ans, l'UNIMA n'a cessé de s'adapter pour répondre aux attentes et aux besoins de ses adhérents et des collectivités. Vous avez pu voir sur la première présentation des services de l'État toutes les évolutions de la réglementation. Nous accompagnons les collectivités en ce sens. Et sur les 70 ans passés, nous avons cessé de nous spécialiser sur tout ce qui concernait les territoires bas, les marais, les rivières et les bassins versants associés, mais également tout ce qui concerne la problématique du littoral et forcément directement ce qui est lié à la submersion. On a cessé d'aiguiser notre sens du service public avec cette notion d'outils logistiques mis à la disposition du territoire. Depuis Xintia, le bureau d'études et autres services se sont particulièrement étoffés et a évolué, notamment sur la notion de prévention des inondations et de submersion, puisqu'à partir de 2014, un pôle spécifique a été créé en ce sens et compte aujourd'hui 9 agents, dont Jean-François. Et nous sommes depuis 2012 un maître d'œuvre agréé, qui vous permet justement, de réaliser par notre biais la déclinaison des actions PAPI conformément à la réglementation. Aujourd'hui, on accompagne pleinement les collectivités par rapport à la déclinaison des actions du PAPI et tous les outils réglementaires qui sont associés. Nous assistons le département de la Charente-Maritime dans l'élaboration de son plan d'action, plan DIC, pardon. Sébastien Pueyo, responsable du service protection et gestion du littoral, abordera certainement ce sujet cet après-midi. Aujourd'hui, nous portons, entre autres, un outil que nous mettrons à la disposition sous peu des acteurs de la gestion du risque submersion, un outil de la décision qui s'appelle le projet Survey. Alors, du coup, moi je vais vous parler de ce projet Survey. D'abord, je vais vous présenter les différents partenaires à ce projet. C'est un projet sous maîtrise d'ouvrage de l'UNIMA, mais qui regroupe un peu l'ensemble des acteurs du
littoral de Charente-Maritime, donc la DDTM 17, le département de la Charente-Maritime, 6 EPCI littoral, collectivités, le laboratoire Liens pour les liens avec le monde de la recherche, et également le SDIS 17 pour le lien avec les services de secours. Donc pour décrire un petit peu ce projet, le contexte et les motivations, donc évidemment le contexte c'est la tempête de Xynthia. Cette tempête a montré une nouvelle fois la vulnérabilité du territoire des Pertuis charentais aux submersions marines. J'ai souligné une nouvelle fois car si on remonte un peu plus loin dans le temps, il y a eu d'autres événements majeurs de submersion dans les Pertuis charentais. On verra ça un petit peu plus loin dans la présentation. Il y a vraiment une nécessité de connaître avec précision et de façon anticipée les territoires vulnérables aux submersions afin d'y réaliser une bonne gestion dans l'urgence, en cas de tempête. J'ai mis une figure qui présente les niveaux d'eau maximum atteints lors de la tempête Xynthia à l'échelle des Pertuis charentais. Si j'ai mis cette illustration, c'est pour vous montrer qu'il y a une très forte variabilité des niveaux d'eau lors d'une tempête qui génère une surcote, ne serait-ce qu'à l'échelle des Pertuis charentais. On est sur une toute petite zone de la côte ouest atlantique. Et malgré ça, lors de Xynthia, on a des différences de niveau d'eau qui peuvent être de l'ordre du mètre à cette échelle. Donc avec quasiment 1 mètre de plus lors de Xynthia dans la baie d'Aiguillon par rapport à l'embouchure de la Seine. Donc on n'est pas du tout sur une situation de plan d'eau plat à l'équilibre avec un niveau très haut et équivalent partout. On a vraiment une très forte variabilité. Il est encore très difficile, plus de 10 ans après Xynthia, de connaître avec précision l'impact qu'aura un coup de vent ou une tempête frappant les Pertuis charentais. Il y a des outils qui fonctionnent à l'échelle nationale, mais qui nous disent que l'ensemble du département Charente-Maritime est en alerte orange ou rouge, etc. Mais on a peu de déclinaisons locales et en fait, un constat, c'est que souvent, les acteurs et les gestionnaires du littoral ne savent pas exactement si l'événement va être plus fort au sud du département au nord. Donc, le projet Surveille est une déclinaison à l'échelle locale de ces systèmes d'alerte afin d'y apporter plus de précision. Un autre constat, c'est que la majorité des études réalisées pour se prémunir du risque de submersion en Charente-Maritime se basent sur Xynthia. Toutes les études, quasiment, hormis certaines dans le sud du département qui considèrent le risque d'aléa Martin, de la tempête 99, mais sinon sur l'ensemble du département, tout est basé sur Xynthia. Et une question peut se poser, mais est-ce que le territoire sera bien préparé lors d'un autre événement avec une configuration bien différente de Xynthia qui générera du coup une variabilité des niveaux maximum qui sera totalement différente. On aura peut-être des niveaux d'eau beaucoup plus forts devant la côte est de l'île d'Oléron que dans la baie d'Aiguillon, etc. Donc les 3 volets du projet Survey, d'abord il y a 2 atlas, donc un atlas des surcotes et des niveaux totaux, donc c'est la marée plus la surcote, un atlas des submersions marines, et en dernier volet il y a un système opérationnel, un système de prévision des surcotes et des submersions marines pré-événements exceptionnels. Les 2 premiers volets sont basés sur des tempêtes théoriques, des tempêtes que l'on crée nous-mêmes, et le 3e volet est basé sur une prévision, sur une vraie tempête prédite par les services météorologiques. Afin de constituer les atlas et le modèle opérationnel de ce projet, on utilise des outils de modélisation numérique. Donc, je ne vais pas du tout rentrer dans le détail, mais ces outils permettent de réaliser des simulations numériques qui reproduisent l'hydrodynamisme en cas de tempête à l'échelle de l'ensemble des Pertuis charentais. Donc en fait, le but de l'utilisation de ces systèmes de modélisation, qui utilisent des maillages comme on peut voir ici, c'est d'anticiper le niveau d'eau le long des côtes et la submersion marine potentielle si ce niveau d'eau est supérieur au trait de côte en cas d'événement météo marin exceptionnel. Donc afin de constituer les tempêtes théoriques que l'on va modéliser dans ces atlas, les tempêtes théoriques qui vont constituer ces atlas, il fallait jouer sur certains paramètres. Donc les paramètres les plus importants dans la génération des surcotes sont le vent, de par sa vitesse et sa direction, la pression atmosphérique et les vagues.
Ensuite, une fois que cette surcote est générée, le paramètre le plus important dans la submersion marine, ce qui va conditionner en fait s'il y a submersion ou s'il n'y a pas submersion, c'est le phasage entre la marée et la surcote. Donc en fait, on peut avoir une tempête qui génère une surcote terrible, mais cette surcote tombe au même moment qu'une marée basse, et on n'aura pas de submersion marine. Donc le phasage marée-surcote est vraiment très important, puisqu'on a des marnages, donc l'amplitude de variation de la marée chez nous est de l'ordre de 6 mètres entre les plus grandes marées basses et les plus grandes marées hautes, alors qu'une surcote, les surcotes les plus exceptionnelles modélisées par des tempêtes scénario catastrophe, disons, sont de l'ordre de 3 mètres. Donc vraiment le phasage marée-surcote est très important dans le potentiel de submersion. Donc la question qui s'est posée pour constituer ces tempêtes théoriques, c'est sur quelle gamme de valeurs on fait évoluer ces paramètres-là. Et pour répondre à cette question, on s'est basé sur l'histoire. Donc on a fait on a constitué une base de données des tempêtes historiques qui ont frappé les Pertuis charentais depuis le début des archives, disons depuis qu'on a pu retrouver des notions de tempête avec submersion dans les archives. Et on a isolé les 6 plus grands événements depuis début 1900. On s'est arrêté à 1900, même si on a détecté des tempêtes bien plus anciennes que ça, parce qu'il n'y a qu'à partir des années 1900 où on avait des notions de mesures météorologiques. On pouvait savoir à peu près la vitesse du vent, etc., ou la direction de ces événements. Quand on remontait plus loin, on n'avait pas ce type d'information-là. Donc en fait, on a analysé ces différentes tempêtes. Donc les 6 qui ont été sélectionnées se sont produits en 1924, en 40, en 41, 57, puis plus récemment les tempêtes Martin et Xynthia. Et on a regardé l'ensemble des caractéristiques météo-océaniques de ces différentes tempêtes, donc les vitesses de vent, les directions de vent, la marée sur laquelle c'est arrivé, etc. Et c'est grâce à l'analyse de ces tempêtes, c'est en analysant ces tempêtes, que l'on a constitué les bornes qui vont permettre de créer nos tempêtes théoriques. Donc en fait, pour créer les tempêtes théoriques, on va utiliser 4 vitesses de vent différentes, de 20 mètres par seconde, donc ça fait, c'est des petites tempêtes, c'est un peu plus faible que la tempête, c'est à peu près ce qu'on a eu samedi, là, donc c'est des tempêtes avec des rafales jusqu'à 120 km/h à peu près. 25 mètres par seconde, c'est comme la tempête Xynthia, puis après quand on passe à plus que 25 mètres par seconde, 30-35 mètres par seconde, c'est le cas de la tempête Martin, donc avec des rafales de l'ordre de 180-200 km/h. On va également, pour créer nos tempêtes théoriques, jouer sur la direction du vent et la houle associée, donc à l'analyse des tempêtes historiques et de la connaissance des processus littoraux. On sait que des tempêtes qui vont générer des surcotes peuvent venir soit du nord-ouest, de l'ouest, enfin, être accompagnées de vent, de nord-ouest, d'ouest et de sud-ouest. On va également jouer sur la pression atmosphérique avec deux possibilités, 970 hectopascales, donc c'est des dépressions très creuses, ou 990 hectopascales, donc une dépression moins creuse. Et on va faire arriver ces tempêtes théoriques sur 4 marées hautes différentes, de coefficients 70, 85, 100 et 100. Donc en fait, en mélangeant l'ensemble de ces paramètres, donc 4 vitesses de vent, 3 directions de vent et houle associées, 2 pressions atmosphériques et 4 marées, en multipliant les possibilités, on arrive à 96 tempêtes théoriques. Donc on a généré 96 scénarios de tempêtes. Et c'est ces scénarios-là que l'on va modéliser et qui vont constituer les atlas de surcote et de submersion. Donc en pratique, comment ça se passe, comment on utilise cet atlas? Donc un événement exceptionnel se profile. Là, le tableau que j'ai mis à gauche, c'est un tableau d'un site de prévision météorologique. Donc quand on est dans les violets, c'est qu'il y a un événement très fort. Donc on a un vent très fort qui va arriver le même jour qu'une marée haute de Vivo. Et donc en fait, on va se servir de l'atlas pour essayer de sélectionner les tempêtes les plus proches de la prévision. Donc en fait, afin de pouvoir naviguer dans l'ensemble de ces tempêtes, on a développé à l'UNIMA une application web Survey. Donc en fait, c'est un site internet à accès réservé aux gestionnaires du littoral qui permet de sélectionner les différents critères qui permettent du coup de sortir, de montrer la carte de la tempête sélectionnée. Donc on peut choisir la vitesse de vent, on a un autre petit menu déroulant pour choisir
si on veut afficher le niveau total, c'est-à-dire la marée plus la surcote, ou seulement la surcote, ou la hauteur des vagues, ou la submersion marine générée par cette tempête. On a un autre petit volet qui permet de choisir la direction du vent, un autre la pression atmosphérique, et un autre le coefficient de marée sur lequel arrive cette tempête. Donc ensuite, à cette forme-là, on a la possibilité de comparer différentes configurations. Par exemple, là, j'ai affiché 3 cartographies. Donc c'est 3 fois la même tempête, c'est-à-dire une tempête qui arrive sur un coefficient 100, avec du vent de sud-ouest à 30 mètres par seconde, et une pression atmosphérique à 970 hectopascales. Donc la seule différence entre ces 3 volets, c'est la direction du vent. Ici, on est sur des vents de sud-ouest. Ici, on est sur des vents de la même vitesse, mais qui viennent de l'ouest. Et ici, des vents de nord-ouest. Donc en fait, exactement la même configuration, mais juste 3 vents différents. Ça donne en fait 3 cartographies de niveau d'eau. On a 3 niveaux marins atteints qui sont très différents. Donc en fait, on peut déjà s'apercevoir que chez nous, les vents de sud-ouest vont être plus critiques, vont générer une surcote plus importante. Parce que si on dézoome et qu'on regarde à l'échelle des pertuis, on est plus dans les rouges, donc dans des niveaux d'eau plus importants. J'ai mis le petit curseur ici, donc on voit ici cette tempête de sud-ouest donne des niveaux d'eau de 4,75 m à 4,80 m GF. En plein ouest, 4,20 m, 4,25 m. Et en nord-ouest, on est à 3,20 m, 3,25 m. Vraiment un impact avec des vents de nord-ouest qui est bien plus faible. Donc ça, on est vraiment sur un outil d'aide à la décision. Il y a une tempête en prévision. On peut regarder les services, les gestionnaires du littoral peuvent regarder l'application web et directement voir que si on est dans une situation avec des vents de nord-ouest, il faut être vigilant plus autour de Brouage, mais que le reste du département, ça devrait aller. Donc ça permet en fait de vraiment préciser un petit peu l'alerte. Donc ensuite, pareil, un zoom sur, là on est dans la rade de La Rochelle, c'est juste pour montrer les différents paramètres qui sont consultables sur l'application web. Donc là c'est le niveau d'eau total. Donc j'ai pris l'exemple, j'ai mis le curseur devant une digue à Port-Neuf, donc un quartier de La Rochelle qui a été submergé lors de Xynthia. Donc le niveau total pour cet événement-là est de 4,95 m à 5 m NGF à Port-Neuf. Là, c'est l'affichage de la surcote seule, donc si on retranche la marée, donc on est surcote de 2,15, 2,20, et on peut aussi regarder les tailles de vagues envisagées générées par une tempête de ce type-là. Donc là, on a des vagues de 2,10 m, 2,20 m. Pour les gestionnaires d'ouvrage, par exemple, c'est intéressant de savoir quel niveau d'eau il va y avoir devant l'ouvrage, et quelles vagues aussi vont être concernées, quelles vagues vont taper sur l'ouvrage. Donc toutes les cartographies que je vous ai montrées jusqu'à maintenant s'arrêtaient au trait de côte. On voit le niveau d'eau qui s'arrête au trait de côte. Donc c'était les cartographies issues du premier atlas, l'atlas des surcotes et des niveaux maximum. Et on est actuellement en train de mettre en place le second atlas. Et pour toutes les simulations où le niveau d'eau généré par la tempête théorique est supérieur au trait de côte, on a submersion. Et donc là, actuellement, on est en train de mettre en place le second atlas qui vise à montrer l'étendue de la submersion marine provoquée par chacune de ces tempêtes théoriques. Donc sur les 96 tempêtes théoriques que l'on a modélisées, on est en train de les analyser finement sur chaque portion du trait de côte, mais il y en a à peu près 64 sur les 96 qui génèrent de la submersion marine. Donc pas forcément de l'ampleur de Xynthia à chaque fois, on a des petites submersions localisées, et on a aussi des scénarios qui sont très pessimistes, avec des configurations type Xynthia, avec une marée encore plus haute et avec un vent encore plus fort, où là on obtient du coup des submersions très importantes. Là c'est une illustration, c'est la submersion marine modélisée de la tempête Xynthia qui est affichée. Donc ça c'est vraiment un outil d'aide à la décision, parce que en anticipation d'un phénomène, on peut rapidement voir quels sont les niveaux qui vont pouvoir être générés par ce phénomène, quelles sont les vagues qui pourront être générées par ce phénomène, et potentiellement quelles zones pourraient être inondées par une telle configuration. Donc tout ça, c'était des cartographies statiques des résultats des maximums atteints lors des simulations que j'ai présentées jusqu'à maintenant, mais en fait, les outils de modélisation numérique sont des outils dynamiques, et en fait, on voit vraiment la propagation de l'eau lors d'une tempête à terre, et ça donne tout un tas d'autres informations, par exemple sur l'accessibilité du réseau routier ou des choses comme ça, ou sur le phasage
entre l'aléa et le risque. En gros, quel axe routier on va pouvoir emprunter, à partir de quelle heure ça peut devenir critique, etc. Donc j'ai mis différentes illustrations de résultats de modélisation de submersion. Donc ici à l'échelle de l'ensemble des perfus charentais. Et puis des zooms ici sur l'estuaire de la Seudre. Et là sur un quartier de... c'est Prouard, sur l'île d'Oléron. Donc en complément de ce système d'atlas où on modélise vraiment des tempêtes qui sont théoriques, on va également mettre en place, donc là c'est des projets, c'est des travaux en cours, un système opérationnel. Donc on n'est plus du tout sur la modélisation de tempêtes théoriques, on est sur la modélisation d'une vraie tempête en approche que l'on voit dans les prévisions météorologiques. Donc on est sur des délais bien plus courts, il faut être en capacité de fournir des résultats mais avant l'impact de la tempête. Donc pour ce faire, on utilise des modèles de prévision météorologique qui nous servent à forcer notre modèle hydrodynamique. Donc en gros, on injecte du vent, toutes les caractéristiques météorologiques du vent et de la pression atmosphérique dans nos modèles hydrodynamiques. Et on injecte aussi également des vagues. Et du coup, l'objectif, c'est d'avoir une prévision avant l'événement. Donc en gros, comment ça se passe? On a fait une analyse météo, on voit qu'il y a un événement qui est prévu. On peut déjà commencer à regarder avec les atlas, toutes les tempêtes modélisées des atlas, laquelle se rapproche le plus, avec les tempêtes qui se rapprochent le plus de celle qui est en prévision. On voit que du coup, les tempêtes des atlas donnent des niveaux assez importants, donc on atteint des seuils d'alerte. Et dans ce cas, on lance un modèle haute résolution qui est forcé par les prévisions météorologiques, à partir de 2 jours avant la tempête jusqu'à... et puis actualiser toutes les 6 heures. En fait, cette actualisation de 6 heures, elle est liée à l'actualisation des fichiers météo. Il y a une nouvelle prévision météorologique toutes les 6 heures. Et donc nous, on réactualise le modèle avec les dernières prévisions météorologiques jusqu'à l'événement. Et on publie les résultats sur un portail web consultable. Et comme ça, les gestionnaires du littoral ont une idée de ce qui peut arriver sur cet événement. Donc ces modèles opérationnels, c'est vraiment des choses en développement. Il y en a un partenariat fort avec le monde de la recherche, justement pour essayer d'améliorer tous ces outils de modélisation numérique. Donc l'amélioration des résultats de ces outils, elle passe par des campagnes de mesure terrain, parce que la seule façon de vérifier si notre modèle est proche de la réalité, c'est d'avoir aussi des instruments sur le terrain qui mesurent l'impact de la tempête, donc avec des mesures de niveau d'eau, des mesures de vagues, si jamais on est sur un événement exceptionnel, des mesures de l'emprise d'inondation. Donc il y a tout un tas de paramétrisation de modèles qui peuvent être optimisés. Il y a aussi des nouveaux paramètres, typiquement toute la partie présentée par Xavier Vertin juste avant. Et les modèles actuels ne prennent pas en compte, en tout cas ceux utilisés dans le cadre du projet ne prennent pas en compte les ondes infragravitaires. Ça pourrait être intéressant, je sais qu'il y a des travaux de développement, de travaux de recherche pour intégrer la prise en compte des infragravitaires dans les modélisations. D'autres questions se posent sur quel modèle météo utiliser, parce qu'il y en a plein, il y en a qui sont faits par Météo France, d'autres par des centres européens ou même d'ailleurs. Donc en conclusion de tout ça, à qui s'adresse le projet Servet? Donc c'est un projet qui est créé en collaboration et qui s'adresse aux gestionnaires du littoral. Les atlas permettent d'avoir une idée précise d'un niveau marin maximal et d'une potentielle submersion en cas d'événement météo marin exceptionnel. Donc évidemment, les services de secours sont très intéressés par ce type de résultat parce que ça leur permet de faire du prépositionnement de moyens. Par exemple, les cartographies peuvent être utilisées pour... On sait qu'il va y avoir un événement exceptionnel, on ne peut pas mettre des moyens absolument partout, donc les cartographies d'Atlas peuvent servir à prépositionner aux endroits d'impact maximal les moyens. Évidemment avec également les services d'appui logistique, donc les services d'astreinte FUNIMA, tous les services qui ont des engins et des choses comme ça qui permettent de faire des travaux, des remblais d'urgence et des choses comme ça. Le projet est en lien aussi avec la mission
RDI de la DDTM 17, donc référent départemental d'inondation, qui est un service pour l'appui technique et la gestion des crises d'inondation. Et je vous remercie.